Ça fait 2 heures que j'attends au bord de la route, en plein soleil, et j'attendrai encore 2 heures ou plus s'il le faut. Il ne se passe rien, strictement rien, et moi j'attends, le regard fixé sur l'horizon. Mes frères me prennent pour un fou. T'as rien de mieux à faire que d'attendre ? Mais moi je sais pourquoi je suis là. Il ne se passe toujours rien, j'attends toujours, et c'est ça qui rend cet après-midi si beau. Quand ils arriveront, l'émotion sera d'autant plus grande. Je ne sais pas quand ils arriveront, et je sais même pas qui arrivera en premier, mais j'espère que ce sera lui. Son pied léger, son nez triste, son regard joyeux, Bartali, c'est mon idole. Quand il passera, mon cœur battra si fort, à l'unisson avec celui de mes frères, même s'il rigole pour l'instant. On oubliera tout l'espace de quelques secondes. Puis il sera déjà loin, en train d'illuminer d'autres villages, de faire rêver d'autres gamins, nous laissant derrière lui la fierté d'être italien. Je pense qu'il ne faut pas politiser le sport. Excusez-nous d'avoir quelque peu vilipendé sur des sujets qui ne nous regardent pas. Il y a toujours eu des relations très étroites entre le sport et la politique. De toute façon, c'est pas grave puisque les téléspectateurs ne nous regardent pas. Et effectivement, chers auditeurs, vous ne nous regardez pas, mais vous êtes bel et bien en train d'écouter Sportivement Vôtre. Et on se retrouve aujourd'hui au bord des routes d'Italie, à attendre patiemment que le peloton arrive pour voir le grand Gino Bartali, un cycliste italien des années 30 à 50, qui a fait parler de lui tant sur le vélo qu'à côté. Dans l'épisode du jour, nous allons donc revenir dans un premier temps sur la carrière de Bartali et son accession au plus haut niveau, tout cela au sein de l'Italie mussolinienne de l'entre-deux-guerres. L'occasion de nous questionner aussi sur la place du sport dans la propagande fasciste. Puis, en seconde partie d'épisode, nous évoquerons les années de Deuxième Guerre mondiale, dans laquelle l'Italie a été particulièrement impliquée, et période durant laquelle Bartali a été contraint de troquer son costume de champion cycliste pour endosser celui du résistant à vélo. Vous le verrez, cette histoire est passionnante, même si on manquera pas l'occasion de la nuancer et de mettre en lumière les controverses qui lui sont liées. 2 petits disclaimers avant de commencer. Déjà, vous n'avez pas besoin d'être un expert du cyclisme pour apprécier ce podcast. Un petit rappel des rudiments de ce sport vous sera proposé dans quelques minutes. Enfin, il faut noter que dans 2 semaines, 2 nouveaux épisodes sortiront à nouveau sur Bartali pour parler de sa vie post-Seconde Guerre mondiale. On ne traitera donc pas de toute son histoire aujourd'hui. Voilà, il me semble qu'on est bon, paré à décoller, ou plutôt à rouler, direction l'Italie. Vous êtes prêts ? Donc voilà, notre histoire commence en 1914 à Ponte a Ema en Toscane. Le 18 juillet, alors que l'Europe est au bord de basculer dans la guerre, le petit Gino voit le jour. Il est le fils de Torello, qui travaille sur les chantiers, et de Giulia Bartali, qui s'occupe de ses 4 enfants. Excusez-moi ce bel accent italien, ces airs bien roulés, c'est que je rentre de 2 semaines de vacances en Italie. Ça s'effacera sûrement un petit peu au fur et à mesure de l'épisode. Donc Gino est le 3e de la fratrie. Il grandit dans une famille modeste, en périphérie de la ville de Florence. Son premier vélo, Gino le reçoit pas pour la compétition, mais pour se rendre à l'école, en ville, à environ 30 minutes de la maison. Et à noter qu'il y a une petite côte sur le trajet, ce qui préfigure peut-être déjà le destin du champion, qui sera un formidable grimpeur. Destin, je sais pas, mais son premier job, à 13 ans, c'est aussi dans un magasin de réparation de vélos chez Casamonti, un ancien coureur cycliste des années 20. C'est lui qui va découvrir le potentiel de Gino durant son adolescence et le mettre sur son premier vélo de course. Assez vite, Gino Bartali commence à se faire un nom dans la région. Il a rejoint le club cycliste du village et y participe à des courses amateurs. Il finit notamment 2e du championnat d'Italie junior en 1933. En termes de chiffres, le palmarès amateur de Bartali est d'ailleurs assez impressionnant. 44 victoires en 104 courses disputées, joli. Il se permet même des fois des petites folies. En 1934, lors d'une course à Grosseto, il arrive en retard et part près de 20 minutes après ses adversaires. Il finit quand même 2e. Son talent est désormais indéniable, Bartali le montre encore en participant à sa première course professionnelle en 1934 à Turin. Alors qu'il n'a pas encore le statut pro, qu'il n'est même pas membre d'une équipe, il s'impose. Alors même si cette victoire lui sera retirée car il n'est pas piémontais, il vient pas du Piémont, il a impressionné tout le monde. Cela lui vaudra une signature chez l'équipe Fréjus dès l'année suivante. Et beaucoup d'espoirs sont désormais placés en Gino. Son équipe non seulement place beaucoup d'espoir en lui, mais aussi simplement le peuple italien. En effet, dans le pays, il faut savoir que durant toute la première partie du XXe siècle, le cyclisme, c'est le sport roi. Durant l'entre-deux-guerres, c'est l'âge d'or de la bicyclette. C'est le moyen de transport de millions d'Italiens. En fait, le vélo, ça rassemble. Tout le monde en a un. Les petits, les grands, les personnes qui vivent en campagne, ceux qui vivent en ville. Quant au cyclisme, qui est donc la version compétitive du déplacement à vélo qui est si populaire en Italie, le cyclisme il devient aussi très populaire car il représente à merveille les valeurs de l'Italie.
entre l'effort, la ténacité, l'humilité. Aussi, dans un pays qui a été unifié en 1861, lors du Risorgimento, dans une nation qui doit encore se construire en fait, ce sport permet à la fois de glorifier l'unité du pays et les particularités de chaque région. C'est ce que permet le Giro par exemple. C'est l'équivalent du Tour de France, mais en Italie, c'est le Tour d'Italie. Cette épreuve, qui a été fondée en 1909, elle met en avant le pays dans sa globalité, en le traversant de part et d'autre, mais dans chaque étape, c'est une région qui est traversée, un terroir, des paysages différents sont mis en avant. Et ça plaît aux tifosi italiens, qui s'unissent à travers leurs différences en quelque sorte. Enfin, si le cyclisme italien est à son apogée durant la première moitié du siècle, c'est surtout grâce aux médias. Les étapes sont décrites dans les journaux, racontées telles des épopées, tout cela dans le but de vendre un maximum évidemment. Comme en France, où le Tour de France a été fondé par le journal Lotto pour attirer des lecteurs, en Italie, c'est la Gazzetta dello Sport qui est à l'initiative de la création du Giro. Les maillots portés par les coureurs, d'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, sont à la couleur de ces journaux, respectivement jaune en France et rose en Italie. Et ces petits coups marketing, ces histoires de couleurs, etc., ça fonctionne. Les ventes font x5 pour la Gazzetta les jours d'étape. Les Italiens se passionnent vraiment pour le cyclisme. Et du coup, vu qu'ils sont passionnés de cyclisme, y a aucun doute qu'ils vont se passionner pour Gino Bartali. Mais ça, on le verra un peu plus tard. Pour l'instant, Gino vient d'arriver dans l'équipe Fréjus, il est donc pas encore leader de son équipe, mais domestique. En gros, on compte pas sur lui pour gagner, mais pour bien prendre soin de Giuseppe Martano, l'un des meilleurs coureurs de l'époque. On appelle aussi son rôle plus vulgairement porteur d'eau, ce qui résume bien son rôle, porter les gourdes, de l'eau, de la nourriture à son leader. C'est dans ce rôle-là qu'il va disputer en 1935 son premier Tour d'Italie. Sauf que Gino, lui, il sait ce qu'il vaut, et il sait ce qu'il veut. Et ce qu'il veut, c'est clairement pas porter des gourdes à Martano. Le jeune coureur de 21 ans va donc s'illustrer sur ces 3 semaines de course en attaquant dans l'école. Même si ça énerve son équipe, qui préférait qu'il épaule son leader. Il court avec panache, il remporte une des étapes, et finit son premier Giro à la 7ème place du classement général. Ce qui est une très belle performance pour un début. Sur la suite de son année, il gagnera encore plusieurs courses, et s'adjugera même le titre de champion d'Italie. Ça commence donc à être du très sérieux pour Gino Bartali. Et avant que je perde les moins connaisseurs d'entre vous, je pense qu'il est temps de revenir sur les rudiments du cyclisme. Attachez bien vos casques, même s'il n'y en avait pas à l'époque, et rasez-vous les jambes, il paraît que ça va plus vite pour comprendre. C'est la parenthèse, le vélo pour les nuls. Vous êtes nuls, physiquement nuls, techniquement nuls, sexuellement nuls, t'es nul mon pote. Une association de tocards, une association de nullards. Un nul plus un nul égale 2 nuls, on reste nuls. J'en ai marre d'entraîner des cons, sans déconner, je te jure. Mais non, on rigole. Loin de moi l'envie de vous traiter de nuls et encore moins de cons. C'est juste que vous n'êtes pas forcément fan de passer tout un dimanche après-midi d'été sur votre canapé à regarder une étape de plat où il se passe pas grand-chose et de vous endormir devant. On va remédier à ça. Qu'est-ce que c'est que le cyclisme ? C'est donc un sport pas très compliqué à la base, tu mets des gars sur un vélo, tu désignes un point d'arrivée et tu regardes qui c'est qui arrive en premier. Voilà, fin des explications. Non, ce qui est un peu plus difficile à comprendre, c'est le format des courses cyclistes et les stratégies de course. Et c'est sur ça que je vais m'attarder maintenant. Mais promis, je fais pas long. Déjà, il faut distinguer 2 choses, les courses d'un jour et les courses à étapes. Alors, les courses d'un jour, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être un génie pour comprendre ce que c'est des courses qui durent un jour, bien jouées. Et par contre, les courses à étapes, comme le Tour de France ou le Giro, c'est des courses sur 1 ou plusieurs semaines où on additionne le temps des coureurs sur chaque étape. Alors là, l'enjeu, il est double, essayer de gagner l'étape chaque jour, et essayer de ne pas perdre du temps pour, au final, remporter le classement général. Cependant, et ça paraît peut-être un peu contre-intuitif, il n'y a pas tout le monde en vélo qui essaye de gagner pour sa pomme. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le cyclisme, c'est un sport d'équipe avant tout, et que le but, c'est que l'équipe gagne. Alors l'équipe, elle peut être formée par des sponsors, qui recrutent des cyclistes de tous horizons dans le but de gagner, c'est le cas sur la plupart des courses à l'époque, ou alors, le format de la compétition peut exiger des courses par équipe nationale. C'est le cas du Tour de France entre 1930 et 1962. Durant sa carrière, Bartali courait donc pour des équipes de sponsors avec qui il avait un contrat, mais spécialement pour le Tour de France, il courait sous les couleurs de l'Italie. Ça aura sûrement son importance pour bien comprendre ce que j'expliquerai par la suite. Aussi, il faut noter que dans chaque équipe, petit point stratégie ici, il y a différents profils de coureurs. Il y a des coureurs qui sont grands et costauds, qui sont plutôt des sprinters,
qui peuvent gagner en fin d'étape s'il y a encore beaucoup de participants, parce qu'ils sont très rapides, sauf que vu qu'ils sont lourds, dans la montagne, ils n'arrivent pas à suivre, du coup, eux, ils visent jamais les classements généraux, mais plutôt les victoires d'étape chaque jour. Aussi, dans chaque équipe, on a généralement un leader, qui lui peut gagner le classement général parce qu'il est très fort dans les montées surtout. Physiquement, le leader, il est souvent assez petit et léger, pour mieux passer les bosses. Enfin, il y a les domestiques. On en a parlé avant, c'est ceux qui s'occupent des leaders et des sprinters, pour essayer de les faire gagner des étapes, ou le classement général. Pour ce faire, il leur amène des ravitaillements, il les protège du vent, il leur donne de l'aspiration, etc. Gino Bartali, du fait de ses caractéristiques physiques, 1m71 pour 67 kg, très endurant, avec un cœur qui bat lentement, et surtout super fort en fait, évidemment, il est devenu leader. L'histoire voudrait que Learco Guerra, un grand champion italien, ait repéré le talent de Bartali et lui ait proposé à la fin 1935. « Laisse-moi gagner une dernière fois, et l'année prochaine, je me mettrai à ton service. » Le pacte est signé, Guerra gagne un dernier titre, puis Bartali rejoint l'équipe Legnano en 1936 dans le rôle du leader. Bon, j'ai l'impression que vous êtes de véritables as du guidon maintenant, que vous connaissez tout, et ça tombe bien parce que ça va commencer à être du très sérieux pour Gino. Dernière petite anecdote pour vraiment tout connaître, mais là on relève plutôt de la médecine du sport. Les docteurs de sa nouvelle équipe conseillent à Gino de fumer une cigarette par jour pour améliorer sa capacité pulmonaire et être meilleur dans les épreuves de montagne. Voilà, petit conseil cadeau, si vous voulez progresser, c'est cadeau. Maintenant qu'il a toute une équipe à disposition, il va pas se faire prier pour dominer le cyclisme mondial. Pour le deuxième Giro d'Italia de sa carrière, Bartali empoche 3 victoires d'étape et remporte le classement général, et donc le tant convoité maillot rose. Puis, assoiffé de victoire, il enchaîne en gagnant des courses d'un jour mythiques surnommées monuments, le Tour de Lombardie 1936, puis Milan-San Remo en 1937. 1937 d'ailleurs, c'est une grande année pour Bartali. Il remporte son deuxième Giro consécutif, en écrasant la concurrence. Il arrive à Rome avec une avance de 8 minutes sur son dauphin, ce qui est quand même conséquent. Surtout, cette année-là, Bartali va participer pour la première fois au Tour de France, la plus grande course du monde. Et il arrive comme l'un des favoris. Avant cette édition, l'Italie connaissait déjà bien Gino Bartali. Mais là, c'est le monde entier qui va apprendre à le connaître. Il remporte notamment l'étape de la montée du Ballon d'Alsace, ce qui fera dire à Henri Desgranges, directeur du Tour, « Je n'ai jamais rien vu d'aussi beau que Bartali dans le Ballon d'Alsace ». Sur cette cuvée du Tour de France, Bartali va même porter le maillot jaune durant un moment. Malheureusement, victime de plusieurs chutes, plusieurs crevaisons, plusieurs problèmes mécaniques, il sera contraint d'abandonner le Tour de France sur ordre de son directeur sportif. Et oui, il faut dire qu'à cette époque, le cyclisme c'était vraiment épique. Le matériel n'était clairement pas aussi sophistiqué qu'aujourd'hui, le revêtement des routes non plus, il était donc pas rare qu'un coureur crève plus de 5 fois son pneu sur la même journée. Pas de chance, Gino. Il faudra donc attendre une année de plus pour voir Gino Bartali ramener le maillot jaune en Italie. En 1938, le Toscan retourne participer au Tour. Cette année-là, il n'a pas participé au Giro au printemps pour être encore plus en forme au Tour de France. Imprenable en montagne, Bartali vole sur les cols mythiques du Galibier, d'Aspin, de l'Isoire, de l'Iseran. Il gagne seulement entre guillemets 2 étapes, mais remporte surtout ce tour avec une avance abyssale de 18 minutes sur son dauphin au classement général. Les Italiens sont aux anges, l'Italie brille à l'international, le président de la Fédération italienne de cyclisme s'exclame « N'y touchez pas, c'est un dieu ». Rien que ça. La dernière étape, Bartali, sûr de sa victoire, a enfin le sourire. Après Beauvais, les 2 vétérans, Le Duc et Magne, tous 2 anciens vainqueurs du Tour, s'échappent. Et, applaudi frénétiquement par des centaines de milliers de spectateurs enthousiastes, arrive premier ex-aequo au Parc des Princes. Ainsi s'achève par la victoire méritée de l'Italien Bartali ce 32e Tour de France. Les Italiens sont donc ravis de cette victoire de Bartali, et il y en a un qui est peut-être encore un peu plus content que les autres, fier que l'Italie rayonne et dont on n'a pas encore parlé. Vous voyez peut-être de qui je parle. Benito Mussolini, le Duce, qui est le chef suprême de l'Italie fasciste qui règne dans les années 30. Le sport fasciste, c'est un sujet hyper riche auquel on consacrera un épisode une fois, c'est certain. Mais permettez-moi quand même de l'évoquer un peu. C'est intéressant quand on veut comprendre Bartali, dont le début de carrière a été bercé par le fascisme. Après la marche sur Rome en 1922, Benito Mussolini est nommé président du Conseil du Roi, c'est l'équivalent de Premier ministre, et le Parti national fasciste, PNF, arrive à la tête de l'Italie. En 1925, Mussolini obtient les pleins pouvoirs, et parmi les nombreuses décisions qu'il prend, les mesures qu'il met en place, il commence à porter un intérêt particulier au sport. Lando Ferretti,
un membre du PNF, est placé à la tête du Comité national olympique, avec pour but de fasciser cette institution, pour que le sport serve les intérêts du parti. Dans un premier temps, on utilise le sport à des fins internes. Le but, c'est de pousser les Italiens, notamment la jeunesse, à faire du sport. Cela permettra de renforcer leur corps, mais aussi leurs esprits. Alors c'est pas exactement du sport, mais plutôt de l'éducation physique qui est mise en avant. Elle devrait permettre de préparer les hommes à la guerre, non seulement physiquement, mais aussi politiquement, en faisant des fascistes convaincus. Durant ces premières années, le sport fasciste est donc centré sur lui-même, limité aux frontières italiennes. Mais vite, cette orientation du sport va changer. Désormais, la compétition sera mise en avant, et notamment la compétition internationale. Les dirigeants fascistes ont en effet compris que le sport pouvait avoir une portée gigantesque et permettre au régime de rayonner dans le monde entier. Dans cette optique, l'Italie va notamment organiser la Coupe du Monde 34, la Coppa del Duce, mais aussi tenter sans succès d'accueillir des Jeux Olympiques. Mais surtout, ce qui va nous intéresser, c'est que le fascisme n'hésite pas à mettre en avant ses champions, qui servent à la fois d'exemple pour la population italienne, mais aussi de symbole de prestige à l'international. On attribue toutes les victoires au fascisme et à la réussite de cette idéologie. Durant les années 30, par exemple, Primo Carnera devient champion du monde de boxe et est présenté par le régime comme symbole de la force, du courage et de la virilité italienne. Idem pour l'équipe de football italienne, championne du monde en 34 et 38. Et alors, qu'en est-il de Gino Bartali ? Déjà, effectivement, le parti fasciste lui met un peu la pression pour qu'il aille faire des courses à l'international. Achille Starace, président du Comité national olympique et membre du parti fasciste, lui met un petit coup de pression pour que Bartali participe au Tour de France en 37. Rebelote en 38, Gino est contraint par le parti fasciste de ne pas participer au Giro, qui est moins important, pour briller de mille feux au Tour de France. Aussi, le PNF n'hésite pas, à des fins de propagande, à utiliser l'image de Gino Bartali comme modèle de la réussite italienne. Et ils se permettent de faire ça alors qu'en fait, lui, Gino, il n'est pas vraiment favorable au fascisme. Il peut pas le dire ouvertement, pour pas se mettre en danger, mais il se rebelle comme il peut. Les joueurs de football gagnent le match, la finale, et ils se rassemblent tous au milieu du terrain, et tous ensemble, devant la caméra, ils font le salut fasciste, tous ensemble au Duce. Un mois plus tard, Bartali gagne le Tour de France, il arrive au Parc des Princes à Paris, triomphant. Toute la presse italienne est là pour faire la photo de Bartali qui fait le salut fasciste, mais Bartali refuse de faire le salut fasciste. Ne le fait pas. Et Bartali, devant toutes les caméras, fait un seul geste. Il se signe. C'est un choix politique de défier le régime. Bartali préfère donc le signe de croix au salut fasciste. Et ça, c'est une sorte de pied de nez discret au fascisme de la part du coureur. En effet, le PNF entretient des relations un peu particulières avec l'Église. De base, il y avait une grande opposition entre les deux institutions. Le parti était anticlérical à ses débuts, et l'Église était antifasciste, condamnant ce mouvement politique violent. Pourtant, en 1929, les choses vont changer. Les deux entités vont signer les accords de Latran, et le catholicisme devient la religion d'État en Italie. Ces accords ont été signés par Mussolini et le pape Pie XI, car les deux y voyaient des intérêts. Respectivement, cette liaison a apporté une certaine légitimité morale au fascisme, désormais reconnu par l'Église, voire par Dieu. De l'autre côté, l'Église catholique italienne jouit à partir de ce moment d'un statut officiel, qui lui permet d'agir plus librement, de gérer l'éducation religieuse dans le pays par exemple. On a donc une alliance qui est intéressée entre le fascisme et le catholicisme. Cependant, malgré cette alliance de circonstances, il est certain que tous les catholiques n'adhèrent pas au principe de l'idéologie fasciste. Déjà, on a de la peine à accepter le culte de la personnalité voué à Mussolini par le fascisme. Ce statut de toute puissance ne devrait être réservé qu'à Dieu. Ensuite, il faut aussi dire que certaines mesures fascistes sont en désaccord total avec les valeurs chrétiennes, comme la violence utilisée par la police du régime ou les lois raciales antisémites mises en place en 1938 par exemple. Malgré les accords de Latran donc, les tensions sont grandes entre les deux entités. Le pape lui-même va critiquer le fascisme en 1931 en titrant un encyclique, une de ses lettres officielles qu'il adresse aux chrétiens, « Non abbiamo bisogno », nous n'en avons pas besoin, sous-entendu du fascisme. L'Église n'a pas besoin d'un autre pouvoir que celui de Dieu. Et cette vision du fascisme, c'est celle de beaucoup de catholiques italiens dans les années 30, notamment celle de notre champion à vélo Gino Bartali, communément surnommé Gino le Pieux. En effet, Bartali est très croyant et pratiquant.
En témoigne son signe de croix après sa victoire au Tour de France 38. Ou plutôt qu'être croyant, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut dire que Gino est devenu croyant. En 1936, son petit frère Giulio, lui aussi cycliste, percute une voiture dans une descente et décède sur le coup. Gino Bartali, endeuillé, se tourne alors vers Dieu. L'émotion provoqua en moi une métamorphose totale. J'avais été jusque-là un homme assez libre, prime sautier, ne dédaignant pas des amusements parfois assez frivoles. Il faut dire que je découvrais l'Italie en même temps qu'elle me découvrait. La griserie de la gloire me tournait la tête. Plusieurs relations féminines m'avaient ouvert les yeux sur la vie, et je commençais à croire en Bartali Gino. Un terrible rappel pour moi de notre condition fit jaillir en moi une foi religieuse ardente. Je fis une brusque volte-face intérieure. Je devins grave. La mort de mon frère m'avait frappé comme un avertissement divin à un moment où, peut-être, j'aurais pu commettre les pires erreurs. Je me mis à prier avec fanatisme pour l'âme de Giulio. À partir de 1936, Gino le Pieux est donc animé par autre chose que le sport, quelque chose de plus grand. Certains disent qu'il prie pendant qu'il roule et que c'est ça qui lui donne sa force. Sa dévotion à Dieu, c'est donc ça qui détourne Bartali du fascisme. Il ne le dit pas explicitement pour ne pas mettre les siens en danger, mais il montre son rejet de l'idéologie mussolinienne en refusant de participer au rassemblement du parti par exemple, en ne parlant pas de fascisme dans les médias, etc., à l'inverse de nombreux autres sportifs italiens. Malgré cela, son image sera quand même utilisée par le PNF à des fins de propagande. Dans le journal de l'État fasciste Il Popolo d'Italia, la victoire de Bartali au Tour de France 38 est évoquée en long et en large. On le présente alors comme un héros du fascisme à la force morale inébranlable. Même si Bartali ne participera jamais directement à la propagande, en témoigne son fameux refus de faire le salut fasciste après ce Tour 38, il y participera indirectement à cause de la reprise médiatique de ses exploits. Il faut dire que la propagande au sein de l'Italie fasciste, comme dans les autres régimes totalitaires, c'est un outil primordial pour l'État auquel on n'échappe pas. Elle permet à la fois d'embrigader le peuple en assurant une certaine légitimité étatique, mais aussi de briller à l'international et de s'affirmer comme une puissance importante sur l'échiquier géopolitique. Et on l'a dit, pour servir cette propagande, tous les moyens sont bons. Il y a le sport, bien sûr, mais pas que. 1, 2, 3, 4. La transition est toute trouvée pour mener à notre rubrique musicale. Dans cet épisode consacré à Faccetta Nera, chanson populaire italienne de 1935, qui s'avère très intéressante lorsqu'on se penche sur la propagande fasciste par la musique. Pour les nouveaux auditeurs qui ne connaîtraient pas le principe, elle est disponible avec d'autres œuvres jointes dans la playlist de l'épisode que vous pouvez retrouver dans la description de celui-ci. N'hésitez pas à aller y jeter une oreille. Cette chanson, Faccetta Nera, qui a servi à la propagande fasciste, c'est pourtant pas une création directe du régime, mais de l'un de ses sympathisants, Carlo Butti. Elle sera néanmoins mise en avant par le parti fasciste, vu qu'elle prône des valeurs viriles, racistes et colonialistes qui lui sont chères. Faccetta Nera, le petit visage noir en français, c'est le visage du peuple d'Abyssinie, une région de l'Est de l'Afrique que l'Italie a envahie en 1935. Dans les paroles, on dit que l'Italie va venir libérer les Africains, et notamment les belles femmes abyssiniennes, pour qu'elles deviennent italiennes et aient l'honneur de défiler devant le duce, etc., etc. L'air de la chanson est très joyeux, et les paroles, dans le vocabulaire qui est utilisé, aussi. Elles dépeignent le colonialisme comme un cadeau fait aux populations colonisées. Oui, ça doit être ça, oui. Le régime va donc la diffuser largement jusqu'en 1937. Puis elle sera censurée car elle répondra plus à la ligne idéologique du fascisme. L'Italie et le parti deviennent de plus en plus racistes, et cette année-là, les relations amoureuses entre Italiens et Africains sont interdites. Du coup, les paroles de la chanson vont plus. On ne peut plus dire que les femmes africaines sont belles, que l'on marchera à leur côté, qu'elles deviendront italiennes, etc. La chanson disparaît donc peu à peu, et une nouvelle version de cette chanson populaire est mise en avant. Faccetta Bianca, petit visage blanc, où l'on prône une image patriotique de la femme italienne qui attend son mari parti à la guerre. Cette chanson est donc une belle illustration de l'utilisation et de la manipulation de la musique par le régime fasciste à des fins de propagande. En entrant dans les radios des gens, on peut leur inculquer certaines valeurs, idéologiquement orientées. Comme Gino Bartali et le domaine sportif, Faccetta Nera et la sphère musicale sont utilisés par le parti fasciste pour transmettre son idéologie à la population. Alors que les tensions montent en Europe et que la guerre approche à grands pas, on conditionne les Italiens à ce patriotisme, à ce nationalisme, à être prêts à mourir pour la nation. Et n'entrons pas tout de suite dans ce sujet passionnant qu'est la Seconde Guerre mondiale. Les exploits de Bartali durant la guerre vous seront comptés dans la deuxième partie de l'épisode.
Et quelle chance, elle est déjà disponible. À vous de voir donc si vous passez directement à la suite ou si vous accordez une petite respiration musicale à l'italienne. Je rappelle, la playlist est dans la description de l'épisode. C'est comme vous voulez. Sportivement vôtre, à tout de suite.